Il y en a un au travail qui me tape sur les nerfs. C'est un vrai perturbateur. Mais le pire, c'est qu'il est discret, il peut passer facilement inaperçu, mais au fil du temps, ça joue vraiment sur mes hormones, ça me tape sur le système. Là, vous pensez que je parle de Jean-Marie à la comptabilité, mais non, je parle pas d'un CPA, je parle d'un BPA, bisphénol A, un perturbateur endocrinien. La SST expliquée avec François-Étienne Paré. Sabrina Gravel, chercheuse à l'IRSST, nous explique c'est quoi un perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou encore un mélange de substances qui a la capacité d'altérer le fonctionnement du système endocrinien. Le système endocrinien, c'est l'ensemble des organes et des glandes qui produisent des hormones. Par exemple, on peut penser à l'hypophyse dans le cerveau ou encore la glande thyroïde ou les gonades. Ces glandes et les hormones qu'elles produisent vont réguler des fonctions essentielles de l'organisme, comme la croissance, la reproduction, le métabolisme ou l'humeur. Et Pamela Prudhomme, professionnelle de recherche, nous explique qu'il y a plusieurs catégories de perturbateurs endocriniens. Je vais vous donner quelques exemples les plus courants. On peut penser, par exemple, à certains pesticides qui pourraient avoir un effet de perturbation endocrinienne. C'est aussi le cas de certains plastifiants ou plastiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler des bisphénols A ou des BPA, mais c'est aussi le cas des phtalates. Eux, particulièrement, ils sont utilisés pour assouplir les plastiques, donc on peut en retrouver dans certains jouets, dans certains emballages ou dans certains revêtements. Il y a aussi la catégorie des retardateurs de flamme qu'on appelle souvent les ignifuges. On va les retrouver dans certains objets électroniques, dans les meubles, dans certains matériaux de construction et même anciennement dans les vêtements. Il y a la catégorie des composés perfluorés, les PFAS, dont on entend beaucoup parler dans l'actualité actuellement. On va les retrouver dans certains revêtements anti-adhésifs, par exemple des casseroles ou des poêlons, mais c'est aussi le cas pour certains vêtements qui ont une couche imperméable. On va les retrouver dans certains emballages alimentaires ou dans certaines mousses ignifuges. Je nomme une dernière catégorie pour la cause, qui est celle des métaux lourds. Donc, on peut avoir le cadmium, le mercure ou le plomb, mais vous comprendrez que j'en passe, en fait. Il y a beaucoup d'autres catégories de perturbateurs endocriniens. Là, dans ma brocheuse, y a-tu des BPA? Dans mon stylo, est-ce qu'il y a des PBDE? Et puis dans l'encre, dans le toner de mon imprimante, est-ce qu'il y a des PFAS? Ouais, pas que je pensais y goûter, là, mais on en respire un peu quand même. Ouais. On dirait que je commence à m'emballer un petit peu trop, là. On va consulter nos spécialistes pour savoir dans quel milieu de travail on trouve ça. Comme on vient de le voir, il y a beaucoup de catégories de perturbateurs endocriniens, donc on pourrait les retrouver dans beaucoup de secteurs de travail aussi. On peut penser à l'industrie chimique et de la plasturgie, donc tout ce qui est fabrication, utilisation de plastifiants ou de monomères, par exemple. Il y a l'industrie agroalimentaire, d'une part parce qu'il peut y avoir une utilisation de pesticides, mais aussi parce qu'on peut les retrouver à travers des additifs ou les emballages alimentaires qui pourraient contenir des perturbateurs endocriniens. Il y a le secteur du bâtiment et des travaux publics par une exposition à des peintures, des colles, des vernis, des solvants ou les matériaux de construction eux-mêmes. Il y a toute l'industrie du textile et de l'ameublement. On a parlé de traitement chimique des textiles, de couches imperméables tout à l'heure. Donc, évidemment, on pense aux PFAS et aux retardateurs de flamme. Il y a le secteur de la gestion des déchets et de la dépollution. Donc, par exemple, on peut être exposé à des dioxines, des PCB, des métaux lourds ou toutes sortes d'autres substances persistantes lors du traitement ou du démantèlement de sites pollués. Je me demande, est-ce qu'on les retrouve fréquemment dans les milieux de travail? Si on regarde les niveaux d'exposition en milieu professionnel, il arrive parfois qu'ils sont plus élevés que dans la population générale. Et ça s'explique parce que les travailleurs peuvent s'exposer de différentes façons aux perturbateurs endocriniens. Ils peuvent, par exemple, inhaler, donc respirer des vapeurs, des poussières ou des fumées. Il peut y avoir un contact cutané directement avec la substance aussi. Donc, soit on touche la substance, soit il y a des résidus qui viennent se coller à notre peau, à nos mains, ou on peut avoir ce qu'on appelle une ingestion accidentelle. Donc, si on a les mains contaminées, qu'on a des résidus de perturbateurs endocriniens sur les mains et qu'on vient mettre nos mains dans notre visage, autour de notre bouche, on pourrait avaler accidentellement une partie des perturbateurs endocriniens. Il ne faut pas oublier aussi qu'en milieu de travail, les travailleurs peuvent être exposés
à un mélange de substances. Les perturbateurs endocriniens ont des effets multiples et souvent complexes sur le corps humain. Par exemple, 2 substances auxquelles un travailleur est exposé peuvent avoir des effets contraires, ce qui serait difficile à mettre en évidence ou à observer concrètement comme effet à la santé. Les perturbateurs endocriniens ils agissent de différentes manières sur l'équilibre hormonal. Donc, ils peuvent imiter les hormones naturelles, ils peuvent bloquer l'action des hormones naturelles, ils peuvent aussi modifier leur production ou leur dégradation. Il peut y avoir des périodes critiques dans la vie où l'effet des perturbateurs endocriniens va être plus important ou encore où le corps est plus susceptible à leur action. Par exemple, durant la vie fœtale, durant l'enfance ou encore la puberté, ou pendant des périodes où les personnes veulent se reproduire. Durant ces périodes-là, le système endocrinien est important ou encore il est en développement. Les principaux effets qui sont reconnus ou suspectés, ça peut être des troubles du système reproducteur, comme je l'ai mentionné, donc par exemple de l'infertilité ou encore une diminution de la qualité du sperme. Il peut y avoir aussi des effets sur le développement fœtal ou encore des effets suspectés sur certains cancers qui sont hormonodépendants. Les cancers hormonodépendants, ce sont des cancers pour lesquels les hormones peuvent influencer leur développement, par exemple le cancer du sein, de la prostate ou encore des ovaires. Ah, j'ai encore appris plein de nouveaux mots aujourd'hui. Ça me rappelle quand j'ai découvert le boson de Higgs. Ah non, c'est vrai! Ah, c'est vrai! J'ai oublié, c'est pas moi qui ai découvert le boson de Higgs. J'oublie tout le temps ça, que c'est pas moi qui l'ai découvert. Ceci dit, je peux vous l'expliquer, par exemple. On manque de temps, là, mais si vous voulez que je vous l'explique, appelez-moi et je vous l'explique. Ce que je veux dire, finalement, c'est que j'aime ça, moi, apprendre des nouvelles choses parce que ça ouvre des portes dans mon esprit. Et puis là, ce que j'aimerais apprendre, c'est ce qu'on peut faire pour éliminer ou au moins réduire les perturbateurs endocriniens. Il n'y a pas de normes spécifiques aux effets des perturbateurs endocriniens. Il peut y avoir des normes qui sont établies sur différents effets santé, mais vraiment pas spécifiquement sur la perturbation des niveaux d'hormones dans le corps. Donc, éliminer complètement tous les perturbateurs endocriniens, mais c'est pratiquement impossible. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de maîtriser, de limiter l'exposition. Puis ça, c'est possible en s'appuyant sur une démarche générale de prévention des risques chimiques qui va reposer sur plusieurs niveaux d'action. Donc, on va essayer de combiner différentes stratégies pour limiter l'exposition. Donc, comme j'ai dit, éliminer, c'est pratiquement impossible, mais généralement, ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est de faire de la substitution, donc de remplacer certaines substances pour lesquelles on connaît des effets perturbateurs endocriniens. On va les remplacer par des substances, des produits qui sont moins toxiques, qui ont les mêmes effets recherchés, mais qui sont moins toxiques pour le corps humain et pour le système endocrinien, quand ça, c'est possible. Par la suite, on va combiner ça avec des mesures de protection collective qui vont souvent faire appel à de l'ingénierie. Dans ce cas-là, la priorité est donnée à des dispositifs comme, par exemple, de la mécanisation des procédés qui va éviter l'exposition directe des travailleurs ou encore de l'aspiration des vapeurs et des poussières directement à la source ou encore mettre en place de la ventilation efficace dans les milieux de travail. C'est important de respecter les consignes pour éviter de se contaminer. On peut se laver les mains avant les repas, éviter de manger ou de fumer sur le lieu de travail, éliminer les résidus qui sont contaminés aussi avec des perturbateurs endocriniens. C'est important que les employés soient informés des risques liés à la perturbation endocrinienne et qu'ils soient bien formés à l'utilisation des moyens de prévention qui sont en place dans le milieu de travail. Dans certains cas aussi, ça va être important de sensibiliser les travailleurs qui sont potentiellement à risque. On a parlé d'effets sur la reproduction tout à l'heure, donc les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, par exemple. Dans certains cas, si l'exposition est problématique, on pourrait envisager le retrait préventif. En plus des moyens de prévention qu'on vient de mentionner, on peut aussi recourir à l'utilisation de l'équipement de protection individuelle, donc des gants, des masques, des lunettes ou des vêtements de protection qui sont adaptés à la situation. Merci à Sabrina Gravel et à Pamela Prudhomme. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquée sur votre plateforme préférée.